Surpris par la nuit. Rencontre avec Bernard Collin, ou Premier pas sur la Terre radieuse, une émission proposée par Jean Pietri. Je lis le début. La seule chose que je ne saurais peut-être pas respecter, c'est l'intervalle entre les parties. Si ma prière est la volonté de ton âme, je te sauverai, âme muette, je vous offre ma voix. Père immobile, si je dépends de vous, Père, je vous aimais, moi dont le cercle gelé, et vous cercle plus grand. Vous sans prière et moi glaçon, glaçon plus froid que la mort et que le froid de l'enfer. Âme joyeuse, vous brûlez, votre cercle s'entr'ouvre, âme, vous naviguez, par millions de langues sur l'eau, barque portée par le vent. Ce n'est pas le glaçon qui bascule ni se jette, Père immobile, êtes-vous flamme ou l'océan promis? Père jailli du feu, au-dessus des vents, au-dessus du soleil et de l'eau. Père, vous attendez que je vous souffle? Je marche, et ce n'est pas le fleuve, ni l'abîme, ni le gouffre d'eau plus grand. Et après je marche, et je vois le mouvement de l'eau, et je vais sur le fleuve. Je vois les milliers de barques, et les noyer comme une pluie dans la profondeur de l'eau, dans le gouffre de neige, et après la neige, c'est le gouffre plus grand, et après, je marche. Pour quel bâton a fouillé ce nuage? Pour quel nuage entre ma peur et moi? Air immobile en ce point de l'espace, ma barque est un bassin qui se remplit de mer, mon corps est plus chaud que le corps de l'enfant. L'eau que je puise emporte le nuage. Ciel blanc, de combien d'airs enchevauchés? Je me délivre du ciel, je cours sans perdre mes forces, je cours et je désire. Dans quelle partie de moi, barque immobile, si tout ce corps jaillit, si rien de ce corps ne repose, quand tous les points sont les milliers de sources et que l'eau court où je vais, l'herbe n'est pas plus douce où je vais, l'eau n'est pas la plus blanche. Toi qui offres ton eau de pauvre, combien de mers épaves mêlées à ton eau blanche? Ma salive serait une mer assez vaste, peur éloigne les pluies. Ni lieu ni siège, comme une eau qui s'est prise, comme un homme en cuirasse enchanté. Toi qui parles de mer, qui tourne, homme ivre de pluie, qui parle et te précipite. Ô quelle haute force à te jeter, cherchant qui recouvrir, ô déjà souterraine et que le sang recouvre, ô qui te reforme et te partage, combien de gouttes pour incliner la terre et reprendre aux hommes la terre qu'ils t'auront prise, car tu es partout le sommet, en chaque point que tu portes, rien ne pèse sur toi. Ô qui ne sait ni jaillir ni geler, c'est moi qui te poursuis. Si haute et si près d'être abîme, ô qui hésite, ô trop longue à te baisser, si droite et si peureuse, ô pour qui t'en défendre, ô faite pour tomber, ô si fine, ô étroite, qui te force à courir au lieu d'aller comme une pierre qu'on lance?
Oh, que ton corps est blanc, combien de plumes à tes ailes! Oh, si tu replies tes ailes, si tu meurs au sommet sans plumes, oh, quelle eau te force à te jeter! Si la terre n'est pas prise où vous êtes, où poser le pied pour vous rejoindre? Où poser le pied sur vous, sans terre qui me supporte? Pour un peu d'eau sous votre pied, combien de pas si je me précipite? Car je me fonde et je me fortifie jusqu'où je peux marcher. Par rien mon pied n'est comparable au vôtre. Jusqu'à cette ouverture minuscule, jusqu'au centre que rien n'occupe, où nul insecte ne loge, jusqu'à la chambre nulle, sans table ni planche où reposer la tête. Dans cette bouche où le souffle demeure, j'entends le pas de Dieu et ce pas dans les arbres, pied des victoires. Dans cette bouche qui remercie, je vois les branches ruisseler. Qui abaisse l'oiseau, l'oiseau de neige? Et je verrai l'oiseau s'abattre sur lui. Si l'oiseau le renverse, le fait tourner, et s'il tourne de plus en plus ensommeillé, de plus en plus votre charogne, sous une pluie de bec. La plume ferait un bruit de langue d'enfant. Chaque herbe aurait son puits, chaque pas sa lieue de mer. Le souffle de l'homme est la mesure des vents. À chaque main, sous chaque feuille de mousse une fontaine. Car je vois la lumière, naufrage et course confondus, brûlant les yeux séchés au fond des yeux. Le circaète est un oiseau sans ruse, et nul désir ne protège mes yeux. Je vois les algues du lentisque et l'eau courir entre ces milliers de regards. Je vois mon corps couvert d'ailettes et de membranes. L'oiseau se penche sur ma main et boit. Ma peur est devenue une très petite fille, car j'entre en mer. J'entre dans cette encoche d'herbe, et rien ne peut plus te combler. Si tous les grains se précipitent, si les gorges sont vides, si je me jette, quelle ombre fait l'abîme au centre de vous? Quel mie de corps jusqu'où l'ombre la contient? L'arbre descend dans le carré sans fond et l'homme suspendu, dans ce carré de glace et de branches vertigineuses, dans la roue minuscule au centre où les rayons se fixent, au centre de la bouche où personne n'entend plus que je parle. Tout sera noir quand je serai pris. Votre main sera le piège, et votre main descend, et la main se referme, immobile, et je devrais courir, et je regarde la main descendre, immobile comme l'oiseau posé sur votre poing, l'oiseau le plus aveugle, et tout n'est pas noir, tout ne sera jamais assez noir pour que je voie la chasse sur les étangs de Dieu. Quand tout sera noir, je serai pris, posé sur l'eau de l'océan, et je contourne votre main. Quand tout sera noir, quand l'homme aveugle, quand je ne verrai plus la porte à l'entrée de l'eau. Quand je ne verrai plus, je vous verrai, et je vois la montagne. Quand je ne verrai plus la montagne, ni les 11 marchés, quand j'aimerai ce que vous aimez, et je vous vois, et je vous adore, et je n'ai pas de doute. Quand la terre, le ciel et l'eau, ce sera vous. Quand l'eau, ce sera vous. Quand je ne verrai plus, et si je vois, je vous verrai. Quand mes yeux ne verront plus cet homme, quand ce sera vos yeux partout,
quand vous serez avec moi. Et vous serez la montagne et vous serez le monde qui ne finira plus. Je n'aurai plus d'oreilles et j'entendrai ce que vous entendez. Mes yeux sont la pupille de vos yeux, mes oreilles sont le tympan de vos oreilles, et je me prosterne avec mes genoux pour me prosterner jusqu'à vous, pour me prosterner devant vous, qui ne finissez plus. Voilà. Je me suis trompé, j'ai dit les milliers au lieu des millions. C'est grave, hein ? C'est quelqu'un qui n'est pas facile à présenter. D'abord parce qu'il n'appartient pas à une catégorie poétique ou même par le type des textes qu'il nous donne à lire, une catégorie poétique particulière. Et puis surtout, il n'est pas rattachable non plus à l'un des grands courants de la poésie qui ont pu traverser ce siècle, et en particulier l'après-guerre et les années 60, où il commence à être publié, connu et parfois même connu, comme il se plaît à le dire, jusque dans les stations-service, puisque dans l'édition de poche que Jean Edernalier avait publiée, une diffusion était proposée jusque dans les stations-service. Alors le paradoxe de Bernard Collin, c'est ça, c'est d'être à la fois quelqu'un qui peut se retrouver dans une station-service en livre de poche, et puis en même temps peut éditer chez Pierre Bettencourt un tout petit livre dans un tirage tout à fait restreint et tout à fait réservé à quelques amateurs et à quelques connaisseurs. Ce qui peut-être serait un moyen de le présenter, ce serait de dire qu'il ne faut pas non plus le présenter par les autres. C'est-à-dire que l'un des moyens de le présenter serait de le rattacher à ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui ont été ses amis, ceux qui ont été ses proches. Et là, il me paraît très clair que ce serait un mauvais moyen, d'abord un mauvais service à lui rendre, et puis aussi un mauvais service à rendre au lecteur qui ne s'y retrouverait pas. Il y perdrait son langage, et il y perdrait aussi précisément ces très beaux textes d'hommage que Collin sait rendre aux autres en ne parlant pas d'eux, ou presque pas. C'est-à-dire en ayant justement l'hommage de leur parler sa propre poésie pour leur offrir cette poésie. Alors, Bernard Collin a écrit un certain nombre de livres. Le premier s'intitule « Âme liquide ». « Âme liquide » est le seul poème en vers qu'il ait écrit. Ensuite, en 1960, il a fait paraître « Centre de vous », qui marque réellement le début de son œuvre. Ses autres livres sont « Les milliers, les millions et le simple ». Et ensuite, il y aura Premier pas sur la terre radieuse, qui est un recueil d'études consacré à des peintres et à des écrivains, et qui n'est pas si différent de ses autres livres. Il a aussi écrit Vols avec une loupe, qui là est une étude de Vols. Et ce livre-là est particulier parce qu'il va à la ligne, chose qu'il ne fait jamais dans ses livres. En dehors d'Âme liquide, tous ses livres sont faits de paragraphes très, très denses, sans passage à la ligne. Sauf Vols avec une loupe, ce qui prouve que cette peinture a dû le secouer dans tous les sens. Il y a un autre livre de lui qui s'appelle Pictilibri, où il parle de sa peinture. Bernard Collin dit qu'il est un peintre du dimanche. Il ne peint que le dimanche. Il peint surtout des couvertures de livres. Et il y a aussi une espèce de peau mince qui est un journal de malade, où il raconte 2 opérations à l'œil qu'il a subies. Et il y a Perpétuel voyer physique, qui se présente comme un calendrier perpétuel. Et bientôt, les globules de Descartes vont paraître en octobre. En 1965, lorsque parurent dans la collection 10-18 Les milliers, les millions et le simple, un recueil dans lequel était repris le poème que vous venez d'entendre, Centre de vous,
précédemment édité par Pierre Bettencourt, Philippe Jacotet salua Bernard Collin comme l'un de ceux, écrivait-il, qui explorent non pas l'Amazonie, mais les profondes contrées intérieures, ceux qui s'aventurent dans l'étrangeté de la mémoire et du rêve. Et il poursuivait « J'ai lu quelque part que Bernard Collin est un des meilleurs amis d'Henri Michaud, et certes il y a dans le débit de sa prose, et pas seulement là, une parenté avec le grand poète solitaire. Il me semble qu'on n'entend pas souvent une telle voix, cherchant d'une façon si pressante et avec des mots si communs, si beaux dans leur pauvreté, un Dieu qui ne peut plus être nommé directement, qui n'est ni l'un des philosophes, ni le Dieu représenté dans les églises, mais qui est pourtant issu de la Bible. Et il concluait « Ici parle à voix basse une âme désirante mais concentrée, baignant dans un étonnant réseau d'images. » Depuis Centre de vous, Bernard Collin a donné une dizaine de livres et il publiera bientôt aux éditions Ivrea un nouveau recueil, Les Globules de Descartes. Bonne occasion de découvrir ou de relire cette poésie paradoxale, poésie royale mais qui va à la ligne comme la pauvre prose, mais certes pas à la manière du poème en prose, rythmique mais pas musicale, ressassante mais rapide, théologique et zoologique, catholique mais pas spirituelle, cartésienne et donquichotesque, traçant droit devant, mais dans tous les sens, le corps frais, mais la mémoire longue. Alors, si j'étais quelqu'un de raisonnable et de conséquent, après ces premières lignes que j'avais écrites, je me serais retiré dans une grotte ou dans un monastère, et en tout cas j'aurais fait autre chose. Là, il ne s'agirait pas de perfectionnement, mais quand on prétend une certaine vie, il faut la pratiquer. Malheureusement, ma sainteté, peut-être mon Dieu, est de papier, comme le tigre de l'autre monsieur. Parce que j'ai peut-être parlé de soi inutilement, mais c'est en écrivant que, d'une certaine façon, j'ai découvert, comment appeler ça, la religion, mais déjà en disant la religion, ça c'est un mot agréable, voilà un mot qui veut dire tant de choses, qui veut dire, d'ailleurs on ne sait pas très bien d'où ça vient, ça peut aussi bien venir de relire, de relier, suivant les uns les autres. Enfin, déjà là, on est dans une fausse connaissance, une étymologie fabuleuse, et de la même façon, vous avez employé ces deux mots, poésie et prose. Alors, je n'ai jamais, me suis jamais beaucoup appliqué, ni cherché à savoir dans quel genre je pratiquais, mais il y a une chose qui m'enchante. Vous savez qu'en espagnol, enfin qui est une langue qu'on m'a apprise quand j'étais enfant, puis que j'ai complètement oublié, puis redécouvert ou rapprise plus tard. Et ce mot de poésie, par exemple, dans le merveilleux trésor de Covarrubias, qui est un des grands livres du XVIIe siècle, enfin début XVIIe siècle, le mot n'existe pas. Il y en a beaucoup d'autres qui n'existent pas, mais enfin celui de poésie, définition de la poésie. Alors il y a poète, effectivement. Alors le poète, ce serait celui qui écrit ou, scribo, je crois, ou fingo, enfin donc façonner quelque chose. En ajoutant bien sûr un rythme ou quelque chose de mesuré ou de métrique. Alors ce fingo, ça c'est merveilleux parce que on est déjà
façonner. Moi, j'aime pas beaucoup les potiers. Je veux dire, ma religion aime beaucoup, enfin, et dans la Bible, on trouve pas mal de poterie. J'ai pas une passion, je ne veux pas dire que je déteste la poterie, mais enfin, j'aime mieux m'en passer. Alors, on va prendre le mur, puisque façonner, on peut aussi monter un mur. Enfin, faire quelque chose. Alors ça, si ça correspondait à une définition de la poésie, ça pourrait marcher. Pour ce qui est, mais vous allez voir que ça n'arrange pas mes affaires, parce que prose, c'est merveilleux, parce que prose, si on joue aussi à la généalogie, c'est prorsum, et c'est donc aller tout droit. Et typographiquement, je suis en général allé tout droit, même si les pensées sont tordues, mais ce sont des lignes droites. Alors, déjà très tôt, je ne vais pas dire que je ne savais pas ce que je faisais, mais là, je voulais faire quelque chose qui me paraissait indispensable à ce moment-là, mais à partir du moment où je recommence, même si c'est différent, j'ai eu aussi la certitude de mon imposture. Alors, le fingo a passé très vite de façonner à feindre. Et alors que... Enfin, j'ai été chez les jésuites, alors je sais aussi me esquiver. Et donc, j'ai pris les choses par un autre biais. C'est par l'image ou par figure, qui doit aussi venir de fiction. Vous aimez dire, Pierre Vilar, d'une manière peut-être un peu paradoxale, que Bernard Collin est un grand écrivain espagnol. Oui, non, c'est une remarque que je lui faisais pour plusieurs raisons. Elle a un fondement tout de même un peu plus sérieux qu'il n'y paraît. D'abord, c'est que c'est quelqu'un qui a pratiqué dès l'enfance, dès l'adolescence, un bilinguisme. Claude Esteban aime dire que le bilinguisme, ça n'existe pas, et sans doute il a raison. Mais tout de même, il pratique, et il continue de pratiquer ces deux langues. Et si j'ose dire, il les croise, il les pénètre l'une de l'autre, comme certains grands écrivains contemporains ont pu le faire. Je pense en particulier à Beckett, à la fois pour s'en défaire, c'est-à-dire pour se défaire de la langue supposée maternelle, et puis en même temps pour aussi restituer de l'étrangeté de l'autre langue dans cette langue qui est supposée la nôtre et qui n'est jamais la nôtre. Un des signes pour moi de la présence du castillan, sud-américain essentiellement dans l'œuvre de Bernard Collin, dans sa façon d'écrire, c'est à la fois cette sorte de déplacement d'accent que l'on trouve chez lui. Alors, il faudra être très grand savant pour repérer si c'est sur les pénultièmes ou antépénultièmes, comme l'espagnol y invite. Ces déplacements d'accent qui font qu'il interrompt la phrase ou qu'il accentue précisément là où le français n'accentue pas. Certaines constructions aussi pourraient tout à fait être comparées à des constructions, particulièrement pour ce qui touche aux prépositions, aux constructions directes ou indirectes, au caractère transitif ou intransitif de certains verbes, qui chez lui ne peuvent pas ne pas faire penser à cette autre langue qu'il connaît, qu'il pratique, qu'il parle et qu'il lit à tel point d'ailleurs que très souvent il nous explique en français avoir emprunté certains des termes qu'il emploie à un dictionnaire de langue espagnole, non pas d'ailleurs en général à un dictionnaire de mots, mais à un dictionnaire de choses. C'est-à-dire que, au fond, l'espagnol serait aussi pour lui, et par exemple le dictionnaire de Covarrubias en particulier, serait chez lui quelque chose comme un dépôt en castillan de choses. L'espagnol auquel vous songez sans doute, Pierre Vilar, c'est celui du siècle d'or. C'est évidemment celui du siècle d'or, mais c'est celui du siècle d'or matiné d'autres choses, matiné aussi de cette langue qu'en Amérique du Sud on aime parfois appeler créole, qui est la langue sud-américaine, latino-américaine,
en particulier celle du cône sud, c'est-à-dire du Chili et de l'Argentine, auquel il emprunte très souvent certains espaces imaginaires, certaines références. Il ne s'agit absolument pas de traduire, il ne s'agit pas de reporter telle ou telle formule, ou telle, même si parfois il arrive de citer, de donner des citations, même dans cette langue. Il me semble que c'est plutôt de l'ordre d'un espace de civilisation, d'un espace de pensée, d'un espace de représentation, qui touche aux questions à la fois de la géographie, de la religion, de la lecture, de la traduction, voire même du rapport peut-être à certains textes supposés fondateurs. Il me semble que si on trouverait chez Bernard Collin un rapport à la Bible, ce serait plutôt en latin et en espagnol qu'en français, tandis qu'en français, on trouvera plutôt l'encyclopédie ou Saint-Simon. C'est-à-dire que chaque langue, peut-être, renverrait à un espace imaginaire, un espace culturel, un espace référentiel spécifique. Le style de Bernard Collin est surtout fait de répétitions, Hélène Sevestre. d'anacolutes. C'est un style, la phrase est brisée et coupée en tout petits morceaux. La répétition est intéressante parce qu'elle ne sert pas à revenir en arrière, mais plutôt à aller vite. On a une phrase qui est longue, qui s'allonge avec le temps, plus ça va, plus la phrase semble longue, mais qui reste sèche. Il n'y a pas de discours, il n'y a surtout pas de discours moralisateur. Bernard Collin est un écrivain catholique, mais il ne fait jamais de morale, il ne sermonne pas son lecteur. C'est une écriture très forgée, très construite. Oui, ça je pense. Je pense qu'il est quand même peut-être influencé peut-être par Paulan, qui ne voulait pas, qui ne trouvait pas très intéressant de se délivrer de la contrainte, qui croyait dans la contrainte. Et c'est vrai que la phrase de Bernard Collin est extrêmement singulière, mais ce n'est pas une phrase qui prétendrait se libérer de quoi que ce soit. Il n'est pas comme certains écrivains qui, dans les années 60, voulaient se délivrer de la pensée, qui trouvaient que la pensée, ça n'avait aucun intérêt, et qui se laissaient mener par les mots. Il parle de la langue, et il ne parle pas de poésie. Il n'utilisera ce mot qu'une seule fois, à propos d'Ezra Pound. Mais quand on voit à quel point... il parle vraiment de la langue, tout le temps de la langue. Et c'est un de ses sujets principaux. Et quand on voit l'utilisation qu'il en fait, à quel point il est transformé par cette langue, et à quel point cette langue transforme le monde, bon, il n'y a pas de doute que c'est un poète. Je ne vois pas comment on pourrait le qualifier. Il a écrit une chose très belle sur la langue des hypocrites. Et il semble beaucoup apprécier cette langue des hypocrites. C'est vrai que, comme il n'a pas de discours moralisateur, et l'imposture de la langue, l'imposture de l'écrivain n'est pas quelque chose qui le dérange. Loin de là. D'ailleurs, les assertions les plus contradictoires peuvent apparaître dans une même phrase même, sans qu'on ait à la fois d'impression de tolérance, mais sans qu'on... C'est-à-dire que ça débouche toujours sur le paradoxe. Je crois qu'une des figures les plus importantes de cette littérature, c'est le paradoxe. Comme il y avait aussi cette perfection ou cette vie inaccessible, c'était le sentiment, et là, très, très fort, qu'il n'y avait pas de progression. Je suis, en fait, je devais être... bien supérieur au début. On l'est toujours, c'est comme les sports. Quand vous commencez à jouer à n'importe quoi, vous êtes très performant. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, vous piétinez votre handicap ou votre je ne sais quoi. Enfin, vous n'arrivez pas à passer à la série supérieure.
C'est un petit peu ce qui m'arrivait, parce qu'il n'y avait aucune raison que je mesure mes progrès. D'ailleurs, ça aurait été très mauvais. Il faut, au contraire, ne rien mesurer du tout. Et d'où l'humilité, qui est l'antipode de la modestie, bien sûr. Alors, non, donc pas de progrès, pas de drame. De la même façon, je ne pourrais pas dire qu'à un moment c'est plus noir, moins noir. Je pense que très vite, j'ai dû mettre sur la même ligne, alors prose ou autre chose, le noir et le mauvais et le bon, parce que je ne crois pas à la séparation des deux. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est qu'une âme sans corps, c'est une âme en peine. Et je n'ai jamais beaucoup marché dans ces divisions grecques, puisque cette nouvelle religion apportait, alors là c'était prémonitoire pour Marx, mais une praxis, ou en tout cas une indissolubilité entre la pratique et puis les principes élémentaires de la philosophie. Enfin, non, j'ai seulement la honte, peut-être, mais enfin maintenant elle a été digérée, d'avoir continué, parce que je disais, c'est pas par provocation que je n'ai jamais écrit un poème. Mais vous pouvez considérer que les toutes premières lignes sont divisées non pas en chapitres, mais en paragraphes, et que ce sont des poèmes. Ah là, oui, un jour, vous aviez l'air surpris que je n'aime pas, je vais dire encore ce que je déteste, mais je n'ai pas la force de caractère de détester rien du tout aujourd'hui. Alors, c'est les vieux, deviennent très bienveillants. Et donc, oui, le mot texte, alors le texte. Alors, c'est que j'ai connu, là, mais j'ai assisté au baptême du texte, enfin à la naissance. Et c'est vrai que c'était très irritant, parce que le texte, c'était quand on n'était pas sûr que le monsieur était poète. Alors, parce qu'à l'époque, il y avait des appellations quand même qui étaient bien. On était classé, enfin selon son sport. Et tout d'un coup, alors tout le monde a eu droit à l'appellation poète ou action, je ne sais quoi, ou poétique. D'ailleurs, c'est amusant à propos de cette différence entre prose et poésie. Vous dites prosodie, et personne n'hésite sur prosodie. Prosodie, c'est la bande de chanteurs, je ne sais quoi. En tout cas, on est dans la poésie. Vous voyez que les mots ne veulent pas dire grand-chose. C'est pour ça que j'y tiens tellement, parce que surtout quand on les scrute, quand on les examine, et quand on va chercher les ancêtres, alors là, on est sûr de tomber à côté et de dire exactement le contraire de ce qu'on écrit. Et ça, c'est intéressant. Et alors, pour texte... oui, je n'aimais pas beaucoup, parce que texte, d'abord, c'était un truc de curé. Enfin, c'est comme maintenant, depuis qu'il n'y a plus de vocation, alors tout le monde fait des séminaires. Mais le texte, en principe, c'était le texte de la Bible, c'était revenir au texte. D'ailleurs, quand on dit respect du texte, il n'y a pas à respecter rien du tout. Je veux dire, vous ne respectez pas la poésie ni la prose. Et alors, respect du texte. Et alors là, vous êtes immédiatement rappelé à l'ordre. Donc ça ne... Voilà. Mais ça, c'est des arguments que je me donne à moi-même. Alors, 1er avril, 1-4. 29 avril 2004, lecture au musée Zadkine. Ça va me donner soif. Bon, hein? Vous croyez que j'en ai besoin? Non, mais c'est vous qui entendez. Ah bon? Ça fait sec, mais enfin là on disait que c'était bon. Ou devenu sourd, soudain changé d'oreille, ou hésite, va mettre une pensée debout, une nouvelle, une pensée, une ligne, je vous annonce. Je reconnais votre pas.
Vous savez à quel point mon attachement, un peu de terre a glissé, un peu de l'arbre dessus, à quel point je vais m'y mettre, et il dit qu'il va, n'a pas bougé vraiment d'ici, descendre, et il va. 2 avril. On l'arrêtait à chaque ligne pour lui demander s'il savait l'hébreu. Cet esprit couvre et bat des ailes pour leur apprendre à voler, se penchait par-dessus, était porté sur l'eau. Cet esprit a été diversement interprété. Apprenez de moi, et c'est au commencement. Et cet oiseau unique, les oiseaux à naître n'ont pas encore été créés, où sur l'eau planait l'esprit, le souffle de l'air et toutes ses plumes, le souffle de sa bouche, les eaux et le néant dessous, et la bouche était portée. C'était avant la lumière, avant qu'il y en ait. Tout ce que vous écrivez est invisible. On ne pourrait pas séparer la lumière qui est dessus, dessous. L'esprit était porté sur l'eau du commencement. Cet abîme et ce chaos sont les figures, la figure du néant, mon néant. Et sur ce chaos le souffle. Qu'il n'y a pas de distance au commencement, avant la création. Ce n'est pas seulement le souffle de l'air sur l'eau qui rend confuse, qui rend invisible et informe parce qu'un abîme la recouvrait. Et dessous la terre invisible, vous supposez, et dessus saint Basile prêchant son homélie. Une masse d'eau la couvre, de l'eau et des ténèbres. C'est donc bien l'eau qui rendait la terre invisible au commencement, sans vue, sans art, sans corps, invisible océan. Ni voir, ni respirer, l'air n'était pas encore créé. L'air venant dessus, et l'eau noire, marche sur les eaux, nage, pose, est posée, plane. Esprit sur eux, esprit comme un fantôme, terre que personne n'a jamais vue, non préparée, non travaillée, invisible et brute, non arrangée, non composée, sans art, sans vue, sans vêtements, sans meubles, sans équipage, navire désarmé, sans écriture. Tout ce qui couvre, akata ce que est, sans rien pour la couvrir, simple et nue, un abîme d'eau la recouvre, et l'esprit par-dessus. Obscur est tout près, obscur est dessous. La terre invisible, incorporelle, c'est un oiseau palmipède. En quelle langue lisez-vous? Combien pesez-vous? Penserait qu'il est impondérable, dévot à sa manière, c'est un goinfre impie, rien pour rassasier. À faim, plus vous mangez, plus elle, plus lui en vous, sur l'océan obscur, l'oiseau inconnu, incréé. 3 avril. Cousu à la terre. Il m'arrivera comme aux Égyptiens dans la mer Rouge. Je serai noyé si je traverse, renvoie son cheval, cousu à la terre. Je serai comme Pharaon et sa cavalerie, cousu à la terre, cousu avec elle, l'eau debout sans bouger, le mur à gauche, le mur à droite, renvoie son cheval, toucher la terre, coucher dessus, se déplace avec elle, la déplace. Ils parlaient entre eux de la vie intérieure. Elle pénètre, elle traverse, pénètre jusque dehors, renvoie son cheval et rampe, est tombé, tombe, rampe, veut dire écrit, rampe ici. Eh, cher petit vieux, tu voudrais le paradis avec les bêtes sauvages, n'a plus entièrement sa tête, plus la sienne.
Oui, c'est une forme effectivement très particulière à son écriture, que celle de son inscription dans le temps, et plutôt que dans le temps d'ailleurs, dans le rythme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il s'inscrit dans une temporalité qu'il emprunte précisément à un perpétuel, c'est-à-dire à une forme d'éternité réglementée par des rites, des calendaires, des situations spécifiques à chaque journée et à chaque célébration. Et en même temps, on retrouve la même inscription rythmique dans chacun des textes parce que, d'une certaine façon, le temps, le rythme s'inscrivent aussi dans la ponctuation, dans les mouvements même de la parole. C'est-à-dire que on retrouve chez lui qu'il s'agisse au fond de la structure de ses livres, de ses recueils, puisque ce sont d'une certaine façon des recueils de feuilles arrachées à ce perpétuel, à ce calendrier. On retrouve aussi, disons, dans les unités les plus petites, dans la façon dont les mots se succèdent, dont le souffle s'organise, dont les accents se posent, eh bien, les mêmes divisions, les mêmes subdivisions, les mêmes échos. Il y a un charme particulier à se laisser bercer chez lui par une sorte de flux, de mouvement qui ressemble, et très souvent les lecteurs s'en sont aperçus, à celui de l'eau, à celui d'un mouvement de fleuve ou de rivière. Et en même temps, cette continuité est à la fois interrompue et prolongée par cette discontinuité des jours qui se succèdent, se datent, se signalent, se repèrent, comme précisément dans un calendrier perpétuel. Et oui, ce perpétuel, alors là, est-ce que c'est pour échapper d'une certaine façon, l'amour n'a pas d'histoire, je crois, a dû dire un de vos autres intervenants, c'est peut-être Benjamin Constant qui a dit ça. Et d'une certaine façon, tout ce qui est vivant pour nous n'a pas d'histoire, est contemporain, comme dire perpétuel, c'est d'une certaine façon rester frais. Il y a quelque chose qui est peut-être un ressassement, un piétinement, comme on peut imaginer les vaches quand elles traversaient le déluge. Et je pense que oui, c'est le mot qui m'a paru convenir très tôt. Vous vous prêtez de temps en temps, Bernard Collin, à l'exercice de la lecture publique. On a pu vous entendre récemment au musée Zadkine. C'est un exercice que vous pratiquez volontiers ou avec une certaine réticence ? Volontiers et avec complaisance. Quand on fait le clown, je dois dire que... Vous savez, Isabelle, je crois... j'ai toujours des citations de Carmélite, parce que c'est encore celles qui sont le plus près de la prose ou de la poésie. Alors elle disait être à la prière comme à la prière et à la danse comme à la danse. Alors donc, quand on est dans les variétés, qu'on fait une lecture publique, on le fait de tout son cœur. Mais ce qui me gêne, c'est que, je crois me citer, mon plaisir, c'est d'être lu. Alors, je ne dis pas que je sois accablé parce que je dois me lire, mais j'ai peur de ronronner, parce que j'imagine qu'on ronronne facilement. Et surtout, alors, ce qui est accablant, c'est quand on vient vous dire... je me rappelle à une de ces lectures publiques, c'était à Marseille, et à la fin de la lecture, bien sûr, une dame éperdue et me dit « Ah, mais je ne vais pas encore vous lire... parce que je veux garder le son de votre voix. » Alors c'est vrai que j'avais envie de l'étrangler. Et je dis que si tout le bénéfice d'une lecture publique, c'est de gagner quelques personnes qui vont garder en elles précieusement ce son de ma voix, non, hélas, il n'y a aucun rapport, enfin en tout cas pour moi, entre ma voix et le sens de mes lignes. Et alors, si ça devient une sorte de vulgate maintenant, « Ah oui, mais je l'ai entendu », et comme si c'était la bonne façon de lire, chaque lecteur a la voix juste.
Je suis en train de préparer l'édition des œuvres complètes de Georges Hénin, qui est un écrivain rare, peu connu, qui, je crois, mérite vraiment d'être édité, publié et salué. Et que c'est un beau texte cet hommage à Georges, d'abord parce qu'il s'adresse à un prénom, à ma connaissance. C'est sinon le seul, au moins l'un des rares cas où c'est à un prénom que le texte s'adresse, et que d'autre part, il prend une forme de lettre. Georges, je vous ferai une cabane. Aidez-moi quelques minutes. Je coupe les branches. Aucune bête féroce ne pourra venir vous manger. Chacun dans sa cabane avec une porte et une palissade autour de chacune. C'est impossible d'écrire sur le pays de Georges. Alors construire quelque chose. Avec une fourche, je ferai la charpente. Avec les feuilles, je ferai le mur. Et je succombe à l'accroissement, au tombeau neuf. Monument par là. À la plante qui grandit, et vous grandirez encore. Les anges écrivent avec un couteau. Les anges sont pareils à des oiseaux de proie. On appelle couteau leur première plume. L'écriture des anges de proie. Ils écrivent pendant qu'ils volent, planant sans beaucoup bouger les ailes, avec des encres de toutes les couleurs, des pluies de toutes les couleurs. Un ciel rempli d'oiseaux, Georges. Une ligne de vol, une ligne de syllabes, ligne de front et ligne de refend, une deuxième ligne, quel que soit le nom dans l'armée, qui n'est pas de secours, de réserve. Ce parent à vous, militaire, enseigne qu'il n'y a pas de ligne de réserve stratégique. Cette confusion des idées passe dans la vie éternelle, ce dont une illustration éclatante est fournie par l'exemple de la Prusse, qui en 1806 conserva une réserve de 20 000 hommes cantonnés dans le Brandebourg, réserve qui fut incapable d'atteindre la Saale en temps voulu. L'écriture des aveugles, je vous ferai une cabane, idée de rester là où ce n'est pas possible. Elle illumine et elle reste. Elle cherche à planter une cabane. Elle dit qu'elle veut passer tout de suite, comme un éclair. Ce n'est pas vrai. Quelque chose de tardif dans l'écriture, quelque chose qui n'est pas d'origine, qui n'est pas comme la première fois qu'un homme a plongé sur la terre. Et avant le geste d'écrire, aucun plongeur n'a réussi à toucher la terre, à poser dessus, à marcher dessus, marcher lentement dessus. À propos du lecteur, c'est un personnage qui est souvent présent dans vos lignes. Et vous vous adressez souvent à lui, et même vous le sommez. Absolument. C'est assez curieux, parce que c'est une des choses qui décontenance le lecteur lorsqu'on vous lit, c'est que vous vous adressez à nous, et vous dites des choses parfois singulières. Vous dites par exemple, vous écrivez, même si vous n'écrivez pas, vous serez jugé par l'écriture. C'est mon versant Savonarole. C'est amusant ce que vous dites à propos de lecture. Un des livres que je lis encore, c'est la syntaxe latine. Et j'ai même des annotations donc, de la classe de 6e. Alors, ça fait un certain nombre d'années. Et à propos de lecture, il y a un exemple où il est dit, en toutes lettres, « Ne confondez pas les guérés », mais je devais dire, comme tout le monde à l'époque, dans mon latin de messe ou de sacristie, les gérés. Donc, quand la voyelle ou la syllabe est brève, qui veut dire lire, et les gérés, parlons comme à l'époque, quand elle est longue, et qui veut dire « tu seras lu ». Vous voyez que ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais c'est vrai que alors, est-ce que c'est une illusion que je ne suis pas lu? Mais je n'ai jamais pensé que le lecteur était plus loin qu'en face de moi à table. C'est là que je le vois. Alors, est-ce que vous... Peut-être que c'est un double, mais je m'adresse à lui comme je m'adresse à moi.
Je pense que nous sommes, je ne veux pas dire c'était la mode il y a quelques années, tout le monde est créateur, enfin maintenant c'est un mot de coiffeur plutôt, mais tout le monde tout le monde est artiste, tout le monde est ceci, mais pourquoi pas, et tout le monde est écrivain, et tout le monde a fait de la syntaxe, enfin française ou latine. Ça, je le crois. Si vous êtes interrogé ou torturé, enfin, mais intelligemment, pendant un certain nombre d'heures par la police, je suis sûr que vous faites un écrivain. Celui qui est interrogé finit par répondre en formules, et en formules qui sont tout à fait dignes de la littérature. Et donc, il n'y a aucune menace. Non, le lecteur, alors je l'aime, alors lui, je ne le déteste pas, au contraire. Il n'y a pas non plus de bons lecteurs ou de mauvais lecteurs. C'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait, c'est que on devait donner à lire ce que j'écrivais en classe primaire. Dans les écoles primaires, donc des enfants de 10 ans. Je sais pas, ça, c'était le plus beau compliment parce que, en général, on croit me flatter en disant oui, mais c'est très difficile, il faut avoir une culture, il faut avoir ceci, il faut avoir rien du tout. Moi, j'ai lu ça au lieu de lire Lénine, mais j'ai lu Lénine un petit peu aussi. Mais c'est quand je cite quelqu'un, je le cite pour donner des armes à mon lecteur. C'est pas c'est pas un club de gens et des codes que nous sommes quelques-uns à connaître. Tout le monde, d'ailleurs j'ai un très bel exemple à suivre, c'est l'Évangile. Il n'y a aucune parole secrète dans l'Évangile. Les discours les plus insupportables, enfin aux oreilles des savants, ont été dits devant des milliers de personnes. Alors là, je ne fais que suivre mon idéologie. De sorte que vous êtes le contraire d'un écrivain initiatique ou pour initier. Quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur. Tous ces mots, ça, il faut les bannir. Spirituel. Alors, bien sûr, c'est un peu ridicule de dire « moi, je suis un grand matérialiste », parce que les mots ont pris un sens différent. Mais il est évident que même de Sévigné voulait qu'on lui épaississe un peu, non son Dieu ou son. Mais c'est vrai que je n'ai rien, je crois, je n'ai. Là, j'étais prémuni parce que j'aime infiniment toute une époque, et particulièrement espagnole et européenne, qui est la contre-réforme. Et la contre-réforme, pour ce qui est de s'amuser avec des figures en architecture, en peinture et littéraire. Enfin, je vois qu'on n'a pas fait mieux. Et comme j'ai beaucoup fréquenté, et vraiment, pour moi, c'est une sorte de ballet, enfin, merveilleux. Je ne vois pas pourquoi, et que je trouve tout à fait direct, enfin, et simple, comme d'ailleurs les gens peuvent, quand ils entrent dans une église à Rome, ils sont pas là, ils n'ont pas besoin d'un guide. De la même façon, les gens qui nous expliquent que pour lire Dante, il faut avoir lu saint Thomas et d'autres, et tout le monde, et qui sont nuls, enfin, qui en général font des commentaires qui n'ont aucun intérêt. Ce que je voyais, ciò ch'io vedeva, les yeux du monde et les oreilles, le chant du paradis, le ciel glisse entre les bras, dessous, peu capable, ciò ch'io, ouvrez les yeux, vous entendez 3 syllabes. Ici, je voyais ce que j'entendais. On aurait dit un rire de l'univers. Ruisselle le paradis, déborde le ciel abondant. Dante voyait rire l'univers, montrer le tour des lèvres, la bouche grande ouverte et la grande fatigue. Vous n'arriverez pas à l'extrémité de cette ligne. Un trésor de cette taille et les caissons sur les mulets dans le ciel descendent la montagne.
ce qui faisait rire la création, je crois que je voyais de l'herbe. J'ai lu pour la première fois et je glissais sur le pré, une légère pente et la campagne et l'été, pour quelques heures, et une troupe de paysans qui lisaient, cette richesse à pleurer. Je voyais ruisseler l'univers, hors d'usage, avec sa merveilleuse richesse. Extrait de Perpétuel, Oui, voilier physique. C'est ça, et qui est daté du 15 janvier. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnages qui peuplent ces livres, il n'y a pas beaucoup de gens importants. Il y a des écrivains, oui, il y en a quelques-uns. Il y a Dante, il y a le Quichotte, plus que Cervantes peut-être, il y a Racine, il y a, ce livre, la Bible. Quant aux autres personnages, c'est un peu des gens, c'est soit des gens dont les métiers sont très simples, un boulanger, une vieille dame qui elle, n'a pas de métier, qui est sourde, une vieille dame sourde, des travailleurs, des travailleuses. Et on a l'impression que c'est les métiers manuels qui sont représentés. Et donc, on peut se dire qu'il s'adresse plutôt, ou en tout cas, et aussi à ces gens-là, à tout un chacun, et non pas à des gens qui prétendraient avoir une science. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir une pour le lire. Je crois qu'on peut lire avec toute son ignorance, et j'ai lu avec toute la mienne Bernard Collin. Bernard Collin, vous écrivez 6 jours par semaine. Le 7e jour est consacré à la peinture, au livre peint. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas d'une régularité musicale ou de papier. Là, c'est une consolation de l'auteur illu. Et regarder des livres peints, je pensais que c'était une façon de faire circuler des livres lus. C'est une réponse du lecteur, je crois. Il faut les bander, il faut les soigner. Il y a un petit travail hospitalier d'abord parce que, en général, ce sont des livres de mauvaise qualité, donc les couvertures ne tiennent pas, ils sont débrochés. Mais c'est vrai que c'est une récréation et que ça me réjouit de voir des livres colorés. Celui-ci, Bernard Collin, il s'agit d'Abakoum, un recueil de poèmes qui a été, comment peut-on dire, emboîté, relié. Alors, je ne sais pas, le mot qui conviendrait, là, je pense, c'est celui de tout à l'heure, là, de Fingo, c'est façonné. C'est Emmanuel, mon fils, a fait en bois, a reproduit et a agrandi, 10 fois, la vignette qui était sur la couverture du livre. Et ces ais de bois, j'ai mis de la couleur dessus, un dimanche, peut-être 2 et même 3 dimanches. Celui-ci, c'est alors lui, il est en métal. Emmanuel a fait il l'a façonné en forme de papillon. Parce que le livre est un ensemble de lettres de Dubuffet à Bettencourt et qui s'appelle « Poiret le papillon ». Et donc il a repris la forme d'un papillon et c'est du zinc, je pense, et il l'a entoilé et un autre dimanche... ou d'autres dimanches, j'ai mis des couleurs. Il s'agit bien de livres. Il s'agit de livres peints. Alors, il aime en jouant sur les mots parce qu'il parle le latin de façon tout à fait naturelle, les appeler aussi des livres pictes, picti libri, c'est-à-dire des livres peints qui sont en même temps des sortes de sauvages hirsutes, comme les Pictes pouvaient l'être, avec leurs cheveux dressés. Ces livres sont un mélange, à mon sens, extrêmement rare, extrêmement réussi, dont la plus grande bêtise pourrait consister à dire qu'ils sont soit naïfs, soit bruts. Ces livres font l'objet à la fois d'un immense respect,
puisque ce sont eux qui ont été choisis pour être... et ma foi, les autres peuvent être jaloux. Pourquoi pas pourquoi ces livres-là et pas d'autres? Et en même temps, de quelque chose qui pourrait être pris pour une grande désinvolture, puisque, à la manière dont on interdit aux enfants de le faire, il intervient là en y ajoutant sa marque, ses signes, ses dessins. Ce mélange d'hommage et, pour parler comme Léris le faisait, de dommage, à la fois hommage et dommage, ce mélange me paraît être quelque chose que l'on retrouve dans certaines peintures ou dans certains tableaux que peut aimer Bernard Collin, qui à la fois, face à la représentation, même la couleur ou la matière qu'ils mettent en œuvre, peuvent présenter ce même mélange que l'on trouvera chez Dubuffet, que l'on trouvera chez Henri Michaud, de salutations adressées à ce beau mouvement, peindre, placer des gestes, dans un espace que l'on va animer, et puis en même temps d'atteinte, d'une certaine, ce qui n'est pas nécessairement agressif d'ailleurs, d'une certaine rupture avec la cohérence, la lisibilité, la bonne fréquentation du monde. Comme Dubuffet disait qu'il était le seul à peindre comme tout le monde, on pourrait dire que Bernard Collin est effectivement le seul à lire comme tout le monde et ayant lu, à gribouiller, à dessiner sur son livre pour bien marquer qu'il l'a lu. Avis. Il est recommandé à ceux qui aiment Dubuffet de ne pas lire cette notice et de regarder plutôt paysages peuplés de figures avec nuages lourdement fleuris de taches, dessins à l'encre de Chine sur papier, 50 par 65 de la série Terre radieuse, regardez beaucoup de fois. Premier pas sur la terre radieuse. Ne pas se perdre. Un champ, un deuxième champ, un lac, un dromadaire pour traverser, toujours trouvant un profil humain et des pics, des V, des U, des bosses et une autre espèce d'ongulé. C'est bien l'allongement du nez et de la lèvre supérieure, mais on ne peut pas dire que c'est une trompe ni des oreilles d'éléphant. Et devant l'œil impieux, une borne, une clôture et derrière un tronc d'arbre est accroché, et par-dessus un profil, un deuxième, trouvant des feuilles d'asperges ou de ces arbrisseaux dont on ne voit pas vraiment les feuilles, des écailles plutôt, et une queue en palme, et des toiles d'araignée, et une chouette, une petite chouette volant comme une hirondelle. C'est plein d'obscurité et de nuit. C'est une terre embrouillée où nous vivons, enchevêtrés. On ne peut pas sortir de ce pays. Regardez dans le bas du territoire. Un garde à bec de perruche et quadrupède, centaure, canidé. Regardez ses ongles, ses sabots, encore des barrières, encore des clôtures, comme des visages répétés, imbriqués les uns dans les autres, des morceaux de figures, des morceaux de bosses, un dictionnaire de figures, parce que le dictionnaire n'exclut aucun mot, aucune poussière de mots. Un mot n'est pas plus grand que l'autre, ne rien déduire, ne rien exclure, c'est un art qui prend tout, ne pas retrancher, ne pas supprimer pour embellir, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui augmente, un nuage, deux nuages, 7 nuages noirs ou luminaires qui s'avancent hors des lignes et courent comme David avec une fronde, nuages qui ne se dissipent pas, entre eux des alvéoles. À côté de la fronde, des rectangles ou des parcelles et une ouverture pour une porte et en face un museau d'épagnol. Une tête de chien plus grosse que l'ouverture, de quoi remplir un pays, de quoi établir un camp dans le désert.
avec des chaînes d'arpenteurs, avec des cordes pour mesurer, avec des roseaux pour écrire, lever une carte, délimiter un espace, délimiter une allure, délimiter une pensée, toujours trouvant des profils et une série de lignes à crémaillère, à nœuds, des lignes de bambou, les unes au-dessus des autres, jusqu'à 5 épaisseurs, couchées d'une extrémité à l'autre du paysage, comme la ligne séparant le ciel et la terre d'en haut et la terre d'en bas, sauf à droite, regardez cette canne traversant la joue d'une figure avec une moustache et un chapeau de gendarme, un tronc de chapeau transparent, le cou et les épaules serrées dans des bandelettes. Entre le bord de la feuille et le dos de la figure, une résille, une rosace, des éclats de vitre, du sang. Trouvant des idées, des traces, des ruines, des ébauches, tout ce qu'on peut inscrire dans un espace, dans une figure, toutes les empreintes, chaque pas est marqué, chaque pensée a une ligne, un rayon, un petit Dieu inscrit. Je crois qu'il y a un petit Dieu sous chaque pierre, et dessus est visible un petit Dieu gambade. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement une connaissance de la peinture tout à fait intime et tout à fait profonde, mais qui en plus sait faire de cette peinture l'objet non pas de ce qu'on appelle en termes savants et pédants un métadiscours, non pas un discours sur la peinture, mais un discours de ou dans la peinture. Et là, c'est vraiment une de ses spécificités, une des plus grandes curiosités, il me semble, de son écriture. C'est d'ailleurs ce qu'on va lire pour ceux qui ne connaissaient pas déjà ces textes dans un livre, Les Globules de Descartes, qui paraîtra, je crois, à l'automne. C'est que parlant de peintres qu'il connaît très bien, je pense à Vols en particulier, qui l'accompagnent réellement, qui lui sont plus qu'un horizon familier ou un horizon extérieur, qui sont quelque chose d'ordre interne. Parlant de ces peintres, il parle vraiment de sa propre écriture, de son propre mouvement, de telle sorte qu'il arrive à confondre réellement le mouvement qui n'est jamais de description, le mouvement de réinscription ou de transposition de ce qu'il perçoit ou de ce qu'il prend dans la peinture, en direction d'une conversation si profondément intime et si profondément personnelle avec le peintre ou la peinture à laquelle il s'adresse, que d'une certaine façon, celui qui le lit se trouve à la fois familiarisé avec ce peintre ou avec cette peinture, est totalement étranger à la conversation. On assiste là à quelque chose qu'on pourrait peut-être retrouver chez certains écrits de peintres, par exemple, sur d'autres peintres, plutôt que chez des écrivains, il me semble. C'est-à-dire la façon dont certains peintres, qui peuvent aller d'ailleurs du Buffet à Giacometti ou Francis Bacon parlant des autres peintres, par exemple, certains peintres arrivent à dire non pas ce que cette peinture montre ou ce qu'elle donne à voir, mais ce qu'elle leur permet de dire ou de penser pour leur propre peinture. Et curieusement, puisqu'il n'est pas peintre, c'est à peu près ce que fait, il me semble, Bernard Collin. Oui, mais c'est drôle comme j'ai eu cette... Ça me paraissait être nécessaire de regarder quelque chose qui était absolument inconnu, mais pas inconnu comme si on en connaissait d'autres, mais parce que ce monde n'existait pas. Je veux dire, ça ne faisait pas partie. Aujourd'hui, on nous parle de culture tout le temps, on ne devrait parler que d'éducation, pas de culture. Mais ça ne faisait pas partie de l'éducation, de la culture d'un homme. On ne connaissait pas la peinture, sauf des gens qui étaient tout à fait misérables, qui étaient des collectionneurs, donc des usuriers, des gens qui ne faisaient pas partie du monde intellectuel. Et pour ce qui est des intellectuels s'occupant de la peinture, du Buffet a presque plus souffert
cet enthousiasme de Paulan ou de Limbourg, ou de Ponge. On considérait que c'était des plaisanteries, enfin, de gens intelligents, mais qui se moquaient du monde. Et c'est pas ça qui lui a apporté, je crois, le succès commercial. Voilà, enfin, je crois. Mais nous sommes loin. Alors, en tout cas, j'en profite pour dire que jamais je n'ai eu la moindre tentation de mêler la littérature et la peinture. Je veux dire que j'ai toujours refusé, enfin quand on m'a demandé, pas si souvent, mais des livres avec des illustrations. Je veux bien qu'un peintre, après, comme il est arrivé un siècle ou deux après qu'on illustre une œuvre, mais enfin, c'est comme quand on nous présente Degas et Maupassant, enfin, tout ça est une fabrication d'éditeurs, mais il n'y a aucune raison pour que même deux personnes contemporaines qui s'estiment fassent un livre ensemble. Enfin, ça ne m'a jamais paru nécessaire. De la même façon, je n'ai jamais, par exemple, pour Michaud, vu un rapport entre ce qu'il écrivait et ce qu'il peignait, puisque j'ai très tôt aimé ce qu'il faisait, mais ce n'est pas du tout parce que j'aimais le poète. Je ne vois aucun rapport entre les arts en général. Je crois qu'il faut être borgne. Il faut... Et que plus vous avez des œillères, et plus vous avez de chance de voir quelque chose. Mais ceux qui sont ouverts à tout, ça me paraît très inquiétant. Enfin, aujourd'hui, c'est insensé. Le nombre de domaines que nous connaissons tout, la danse, les timbres-poste, l'astrologie, enfin, et comme si tout s'enrichissait. Il y a des gens complètement bornés, butés, qui sont extraordinaires, qui sont miraculeux dans leur domaine. À un moment, j'avais un voisin qui faisait des pièces pour le SNCF. Et un jour... nous avions rapporté d'Italie. À l'époque, on trouvait facilement ce qu'on appelle des carrossels, ce sont des essieux de charrette qui, en général, viennent de Sicile. Alors, c'était très orné, mais en même temps très solide, parce que c'était vraiment une pièce de fer qui tenait les deux roues et qui était pratiquement invisible, puisqu'elle était derrière la charrette. Et c'est ça qui était merveilleux. Enfin, toute la charrette, d'ailleurs, était décorée, puisqu'il y avait des peintures aussi, les ridelles. Et alors, un jour, il était là, il voit cette pièce, et immédiatement, il a eu une réaction, et c'était merveilleux de voir ça comme un expert. Ah, il m'a dit, ça c'est forgé. Mais c'était... Un homme de cette pièce, de ce carrossel, il n'avait vu que le pas de vis. C'est merveilleux. Et vous considérez vous-même Bernard Collin comme une sorte de forgeron, un fabbro, comme disent les Italiens? Non. On m'a demandé une fois en Amérique du Sud si j'étais un artisan. C'était au Chili. Et je venais d'une foire dite artisanale. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de répondre que, après ce que j'avais vu, certainement pas. Non, j'étais plutôt un employé de bureau. Enfin, un employé de bureau sans patron, parce que je n'ai aucun savoir-faire, pas pour me diminuer, mais oui, enfin, si c'est pour tenir une plume et connaître un peu la syntaxe. Mais pour le reste, je n'ai aucun plaisir au travail bien fait. Je veux dire que je crois que le côté... ce n'est pas par...
que disait Fénelon, c'est par imperfection qu'on reprend les imparfaits. Et de la même façon, ce n'est pas par le perfectionnement qu'on arrive à la perfection. Vous voyez que mes ambitions sont très hautes, mais je sais donc que j'y passerai plusieurs vies et plusieurs millénaires à me perfectionner, enfin, et le forgeron, et à faire le pas de vis. C'est même étrange parce que certaines choses je comprends, mais d'autres, je ne suis jamais arrivé à ce qu'on pourrait appeler un bricoleur avant d'être un forgeron. Et donc, je ne... Non, oui, la seule chose que je pourrais partager avec lui, c'est l'assiduité. Parce que je crois que c'est indéfiniment et infiniment cette reprise. Qu'il n'y a pas de moment ou de bel endroit, comme on disait avant. La poésie de Bernard Collin, on pourrait la comparer à un continent, avec sa géographie, sa faune, sa flore et son peuple de personnages. Pourriez-vous nous décrire, Hélène Sevestre, ce monde de Bernard Collin? Alors oui, vous avez parfaitement raison, c'est un vrai monde. C'est un monde qui a poussé dans Centre de vous, son premier livre, disons. On voit surtout de l'eau. Comme il y avait de l'eau sur la terre, on voit de l'eau, on voit son Dieu et on voit de l'eau. La phrase est aussi plus courte, il y a très peu d'animaux. Et peu à peu, tout ça va se peupler. L'eau ne disparaîtra pas. Bon, il est chrétien, les chrétiens aiment l'eau, ils en ont besoin pour se faire baptiser déjà. Mais enfin, il n'y aura pas que de l'eau, il y aura beaucoup de terre aussi. Des animaux énormes ou minuscules, des insectes ou des éléphants, des chameaux, des animaux aussi qui aident au transport, parce qu'il aime bouger, c'est quelqu'un qui bouge sans arrêt. Les pays qu'il traverse, c'est peut-être surtout l'Italie et l'Égypte. Bernard Collin a vécu en Argentine, mais je ne suis pas sûre qu'on retrouve... Moi aussi, j'ai vécu en Argentine et je ne suis pas sûre qu'on retrouve vraiment les paysages, le monde de là-bas. Je crois que c'est un monde tiré des livres. Le monde de la Bible, peut-être? Surtout le monde de la Bible, bien entendu. D'ailleurs, ces livres ne sont pas seulement peuplés d'animaux, il y a des hommes. Il y a beaucoup de petits prophètes ou de grands prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a Jonas, David... même Tobie, Joseph. Sa phrase est comme une route qui serait traversée par des gens, des opinions, des animaux différents. Et ils peuvent s'entretuer, mais c'est un acte de la vie. Alors, ce qui est assez merveilleux dans sa prose, c'est que tous ces gens-là sortent tout rajeunis, tout frais. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à des momies. Il est peut-être un peu égyptien, mais la momification, ça n'a pas l'air d'être son truc. C'est plus une écriture de résurrection que de commémoration. Oui, tout à fait. C'est vrai que tout est au présent. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de passé dans ces... Il y a beaucoup d'impératifs, parce qu'il somme le lecteur. Hein. Il y a sûrement des futurs, mais il y a beaucoup de présent. Tout est là, tout le temps. Ouais, c'est une poésie extrêmement animée, très active, pleine d'élan, souvent féroce aussi, vous le constatez. Et
À ce propos, vous évoquez, à propos du rythme de sa phrase, le rythme de la marche. C'est-à-dire c'est une poésie qui va dans tous les sens, une phrase qui marche, oui, on a toutes ces répétitions qui font penser au pied. Hein. D'ailleurs, il y a premier pas sur la terre à Dieu, c'est vrai que c'est un pas, la rhétorique est un pas chez lui. C'est aussi le pas d'une armée en route. Je pense que le poème, on peut dire le poème pour tout ce qu'il a écrit de Bernard Collin, est une sorte de journal de guerre. Et c'est très féroce, comme vous dites, c'est très violent. Et c'est très catholique en ça. Je lisais là, hier, dans Joseph de Maistre, que la guerre était vraiment le fait du chrétien et que seuls les chrétiens faisaient bien la guerre et comme il fallait, et que la guerre était une nécessité, une bonne chose et rendait bon et affable. Parce que tuer est un acte naturel. Et il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait de mal. Non, on voit des femmes qui assassinent à l'aide de piquets, enfin. Mais tout ça est vivant. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas sûre que le mort ne revive pas. Enfin, même les morts sont vivants chez Bernard Collin. Comprenez-vous que lorsqu'on sait que vous êtes un poète catholique, on soit étonné lorsqu'on vous lit, étonné je dis bien, mais ce n'est pas une réprobation, on soit étonné de voir à quel point vous avez peu le sens du mal. C'est vrai. Alors là, je dois m'examiner. Oui, là, c'est peut-être ma paresse. Oui, là, il me manque un versant Dostoïevski. Si tout à l'heure, j'avais Savonarole. Et c'est vrai que que mal, c'est drôle parce que le mal, pourtant je répète bien chaque jour, et souvent délivre-moi du mal et délivre-nous du mal. Et donc ce mot existe et pour moi je crois au mal et je crois qu'il existe. Et donc si je ne le croyais pas, ma religion serait alors là une simple imposture ou une rhétorique puisque je n'aurais pas besoin d'un sauveur. Mais il y a oui, peut-être que c'est une un peu bête certitude que ce mal est absolument nécessaire pour que cette religion existe, mais qu'il n'y a aucun doute peut-être, c'est vrai si je m'examine, sur l'issue du combat. Mais où je ne vous... oui, il n'y a pas de mal, mais il y a combat. Par exemple, c'est amusant, mais j'aime beaucoup le mot, et le mot en italien, combattimento, c'est encore un mot de la contre-réforme. Il y a ce livre merveilleux du combat spirituel, Combattimento là, de Scupoli. Et c'est vrai que ce combat, alors vous me direz combat, il faut que j'ai un ennemi. J'ai un ennemi. Je pense qu'il est nommé quelquefois mon ennemi ou pas. Je veux dire que mon ennemi existe et est en moi. Ce n'est pas sensible? Eh bien, c'est sensible quand vous dites qu'il faut sauter comme une mangouste autour du serpent. Oui, ça, on comprend de quoi il s'agit. C'est que vous avez un art de l'esquive, hein, oui, certainement. Ça, c'est ma formation jésuite. Pourtant, je ne suis pas resté si longtemps, mais c'est vrai que je dois être faucheton. Oui. C'est vrai que je suis toujours sur mes gardes, pensant que je vais tomber. Alors, ce n'est pas du tout que je sois triste de tomber. Au contraire, il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Mais là-dessus, je ne vois pas comment on pourrait les séparer. Mais ne jamais croire... Vous voyez, ça s'oppose à l'idée de progrès. Jamais penser que maintenant, ça y est, je suis assez bon marcheur pour ne pas me casser la figure. Et c'est vrai qu'à tout moment, je pense que ce pas, c'est quand même un pas sauvé. Alors, oui, c'est peut-être une espèce d'infantilisme qui aurait duré. C'est comme si j'étais constitué du mal. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est pas parce que je l'ignore ou parce que
je m'en suis débarrassé très tôt ou très petit, mais parce que je sais que lui ne m'abandonnera pas. Je veux dire que ce mal, c'est là où j'habite, et lui est en moi. Si vous mangez de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous serez comme des dieux. Vous serez comme un tamis pour séparer le bien du mal. Vous ressasserez comme des dieux. Vous passerez au crible sans voir. Vous aurez des millions de trous dans chaque œil pour cribler, et vous ne serez pas parfait. Si je connais le bien et le mal, et si je vois que je suis nu, c'est une miette que je vois et que je sépare. Et mes yeux s'ouvrent et se ferment et se divisent en milliers d'yeux. Et cette femme et cet homme qui voient tout veulent des yeux qui s'ouvrent et se multiplient, et la multitude des yeux pour voir la multitude des choses. Si chaque homme devient votre saint jour, votre sabbat délicieux, si vous êtes parfait dans chaque homme, si vous êtes la volonté de ceux qui n'en ont pas, je me prosterne, je vous adore, et je deviens parfait comme une source. Et l'homme, voyant son Dieu en avant de lui, veut courir, parce qu'il n'est pas possible à cet homme de demeurer immobile. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, comme l'arbre au milieu du jardin. Et au lever du jour, vous paraissez sur le rivage, et tous les hommes vont sur l'eau. Tout est sans porte, sans pâturage, sans solution. Parce qu'il n'est pas croyable que je ne sache rien, et que la joie d'un homme, c'est de vous adorer, quand je n'aurai plus de bouche pour contenir un Dieu plus grand. Je n'irai pas faire un trou pour cacher ce que j'écris. La mesure sera la mesure répandue où je marche. Et parce qu'un jour a passé, je marche dans la lumière, dans le discours. On va comprendre ce que je fais. Parce qu'un jour a passé, il parle, il ouvre et il ferme la bouche, il ouvre et il ferme les yeux, il voit des maisons et des arbres. Vous avez compris que discours, c'est le mot qu'il ne faut pas utiliser. C'était Premier pas sur la Terre radieuse, rencontre avec Bernard Collin, Pierre Villard et Hélène Sevestre. Texte lu par Bernard Collin, Pierre Villard et Hélène Sevestre, extrait de Les milliers, les millions et le simple et Perpétuel loyer physique. Une espèce de peau mince, publié aux éditions Michel Chandaigne. Les milliers, les millions et le simple et Perpétuel loyer physique aux éditions Ivrea. Les éditions Ivrea publieront au mois d'octobre Les globules de Descartes. Prise de son, Patrick Marguerite, Yves Lehors, Emmanuel Perrault. Mixage, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Anna Schmick.